Dans ce chapitre du projet d'une Europe politique depuis le Congrès de La Haye, nous avions vu dans une première vidéo le début de la construction européenne, avec notamment pour la CECA puis la CEE 6 membres, et une construction politique qui peinait à se mettre en place, notamment autour de la position de Charles de Gaulle. Nous allons maintenant voir la suite et la fin de ce chapitre. Alors voyons d'abord dans un grand 2 le projet européen face à de nouveaux défis des années 1970 au traité de Maastricht en 1992. Avec d'abord un projet face aux défis des années 70-80, c'est-à-dire une période aussi de plus grande difficulté économique. En 1973 a lieu le premier élargissement de la CEE, intégrant le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. En 1974, le président français Valéry Giscard d'Estaing propose une nouvelle structure de décision, le Conseil européen. Il réunit les chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères à intervalles réguliers. Son rôle est de nommer le président de la Commission européenne, de discuter des grands problèmes communautaires et d'organiser une position commune sur des questions politiques. Mais il ne parvient cependant pas à en faire une vraie instance de décision. Les divergences entre États et la montée de l'euroscepticisme ralentissent l'approfondissement. Pour répondre à cette méfiance des citoyens européens, on décide que le Parlement européen sera élu au suffrage universel direct afin de le rendre plus légitime, plus proche des citoyens. Ces premières élections ont lieu en 1979, c'est ce que l'on peut voir sur ce dessin de presse de Fritz Behrendt, paru dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung en 1979, où l'on voit deux citoyens votants sous les applaudissements de ces soldats de l'histoire de l'Europe qui se sont affrontés dans les siècles passés. Voyons maintenant l'Europe des 12, c'est-à-dire une poursuite de l'élargissement. La communauté économique européenne s'élargit entre 1981 et 1986 à 3 nouveaux pays, la Grèce, puis le Portugal et l'Espagne, qui sortent juste de la dictature, ce qui leur permet de consolider leur nouvel ancrage dans la démocratie, puisque c'est une valeur nécessaire pour intégrer la communauté. En 1986 est également signé l'Acte unique européen qui prévoit un marché unique, envisagé pour 1993, le vote à majorité qualifiée au Conseil européen pour les décisions sur le marché intérieur, l'augmentation des pouvoirs du Parlement européen en tant qu'organe le plus légitime puisqu'il élu au suffrage universel direct, une coopération accrue en matière de politique étrangère. Ces avancées dans un sens plus fédéral suscitent des résistances. Ainsi, en 1984, la première ministre britannique Margaret Thatcher freine la construction européenne et obtient la baisse de la contribution financière européenne de son pays, affirmant l'idée qu'un État ne doit pas donner plus qu'il ne reçoit, aux dépens des principes de solidarité qui prévalaient jusqu'alors. Voyons maintenant dans une troisième grande partie les avancées et remises en cause depuis 1992. Avec d'abord l'idée qu'on se dirige vers une construction à vocation continentale, c'est-à-dire que l'Union européenne aurait vocation, pour ambition, de rassembler la totalité des États de l'Europe. Avec la chute du mur puis la réunification de l'Allemagne, la situation a en effet changé. Après des hésitations, les États de la Communauté économique européenne admettent en 1993 une vocation de la communauté à s'élargir à la taille du continent, avec cependant des conditions. Politiques d'abord, il faut la démocratie, il faut respecter les droits humains, des conditions économiques également, avoir une économie de marché supportant la concurrence mondiale, ce qui n'était pas le cas de ces pays anciennement communistes, et enfin des conditions juridiques, qui est celle d'accepter l'acquis communautaire, soit l'ensemble des droits et obligations compris dans les traités européens signés avant leur entrée dans la communauté, ainsi que toutes les décisions de la Cour de justice européenne. On en vient donc à distinguer l'approfondissement, c'est-à-dire le renforcement des institutions, et puis l'élargissement, l'adhésion de nouveaux États membres.
Pour ce qui est de l'élargissement qui nous occupe dans cette sous-partie, il se fait par étapes. Ça a été d'abord l'Allemagne de l'Est qui, avec la réunification, a intégré la communauté économique européenne, puis en 1995, les pays neutres pendant la guerre froide l'intègrent à leur tour, il s'agit de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. En 2004, 8 anciens pays communistes ainsi que Chypre et Malte adhèrent à ce qui est devenu l'Union européenne. En 2007, c'est le tour de la Bulgarie et de la Roumanie, et enfin en 2013 de la Croatie. Ces élargissements, notamment à d'anciens pays communistes, supposent de profondes différences économiques régionales que le budget européen tente de réduire, c'est ce que l'on nomme la péréquation. C'est pour cette raison que de nouveaux adhérents n'adoptent pas aussitôt l'euro, car il s'agit d'une monnaie forte qui pourrait mettre en difficulté leur économie encore fragile. On voit ici que la Roumanie espère pouvoir adopter l'euro en 2021, la Croatie en 2023. D'autres États, comme la Pologne, la République tchèque, ont reporté cette décision sans fixer de date. Ces élargissements posent la question des frontières, car il n'est pas aisé de déterminer les limites du continent européen. Ainsi, la question de la Turquie fait débat. Depuis longtemps candidate officielle, elle a fait des efforts demandés, notamment au niveau économique, mais s'est vue finalement déboutée par l'Allemagne et la France au nom des droits humains qui connaissent des entorses et des différences culturelles. Les partisans de son adhésion, à l'inverse, soulignent la vitalité de sa croissance économique et l'atout géopolitique qu'elle représenterait dans les relations avec le Moyen-Orient. Cependant, la position actuelle du président Erdogan et de son parti l'AKP, qui vise à toujours un régime plus autoritaire et moins respectueux des droits humains, compromet durablement cette adhésion. Voyons maintenant, après l'élargissement, l'approfondissement qui se fait lui aussi par étapes. En parallèle des élargissements, une volonté s'affirme de reprendre l'approfondissement. En 1992, le traité de Maastricht est signé. Il rappelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les décisions sont prises le plus près possible des citoyens. Il prévoit d'une part un projet économique avec la création d'une union économique et monétaire et d'autre part un projet politique, la création de la citoyenneté européenne. Il augmente encore les pouvoirs du Parlement et étend l'usage de la majorité qualifiée, prévoit aussi une politique étrangère et de sécurité commune. C'est la création de l'Union européenne. Les anciennes institutions ne sont pourtant pas adaptées à une si grande union. C'est pourquoi le traité de Lisbonne est adopté, reprenant des idées de la Constitution sans toutefois en être une. Il est signé en 2007, entre en vigueur en 2009. Il étend les pouvoirs législatifs du Parlement européen, toujours pour tenter de combler le déficit démocratique de l'Union européenne, et tente de faire de l'UE un acteur plus visible sur la scène internationale en la dotant d'un président du Conseil européen, élu pour 2 ans, et en développant une vraie politique étrangère avec la création d'un service diplomatique. Pour développer un sentiment européen, on a mis en place un certain nombre de programmes et de symboles. On peut penser au programme Erasmus qui permet d'aller étudier pour un semestre ou 2 à l'étranger et fait donc vivre l'Europe et développe un sentiment de citoyenneté, de culture commune assez fort. On peut penser également aux symboles comme le drapeau avec ses 12 étoiles, l'hymne européen. Adapté de la 9e symphonie de Beethoven, il est joué plus lentement et sans paroles quand c'est en tant qu'hymne. La devise, unie dans la diversité, ou encore la journée du 9 mai, fête de l'Europe. Pour terminer, nous pourrons voir les faiblesses persistantes auxquelles doit faire face l'Union européenne. Malgré ses efforts, l'Union européenne manque de cohérence. D'abord parce qu'elle est divisée entre méthodes communautaires, donc le fonctionnement de la Commission, du Parlement, qui relève plus d'un système fédéral, et la méthode intergouvernementale, unioniste, où l'on a des États différents, indépendants, qui expriment leur opinion mais supposent une unanimité pour les décisions. De plus, certains programmes ne sont pas appliqués à tous les pays car l'obligation d'accepter l'acquis communautaire, vous vous souvenez cette idée que lorsqu'un État intègre l'Union, il doit aussitôt accepter l'ensemble des décisions prises antérieurement,
eh bien cette obligation n'a été introduite que tardivement. Ainsi, l'Irlande ne fait pas partie de l'espace Schengen, cet espace de libre circulation des personnes, ou encore le Danemark n'est pas obligé d'accepter l'euro. Le projet d'une politique étrangère et de sécurité commune, que l'on nomme PESC, peine à se réaliser malgré des missions communes que l'on peut voir sur la carte. Ainsi, au moment des guerres qui ont traversé l'ex-Yougoslavie, l'Union européenne n'est-elle pas parvenue à exprimer une position commune ni à régler le conflit? C'est ce que l'on peut voir illustré sur le dessin de Plantu. Par le dessin de Sergueï, on voit illustrer l'idée que de nombreux États extérieurs, comme la Chine, préfèrent dans leur diplomatie s'adresser aux États de l'UE indépendamment et ne reconnaissent donc pas dans l'Union européenne une interlocutrice. L'Union européenne doit en outre faire face à plusieurs difficultés d'ordre économique. Son budget ainsi est contesté, on le voit avec la crise de la zone euro en 2011, et elle doit faire face également à la méfiance des citoyens. On la juge trop technocratique, trop bureaucratique, et finalement les citoyens ont développé un faible sentiment européen. Le Brexit apparaît comme une crise majeure que traverse l'Union européenne, mais il est à noter que les autres pays membres affichent finalement un front uni alors qu'on craignait des divisions. Pour finir, des régimes comme celui de la Hongrie ou de la Pologne remettent en cause des valeurs européennes, amenant à prendre des sanctions contre eux et fragilisant ainsi l'intégration de l'Union européenne. Le chapitre est donc terminé. On a pu le voir, l'Union européenne est parvenue à un modèle unique par son degré d'intégration au niveau politique, économique, culturel, mais il connaît de nombreuses difficultés.